Bien. Donc maintenant, alors il y a deux notions qui sont importantes ici. Alors, on va les expliciter. Alors, on parle donc d'un système qui serait donc linéaire, il y a deux mots, et invariant. On va voir ce que signifient les deux mots. Alors, on va commencer par la linéarité. Alors, système linéaire, ça veut dire que l'opération qu'applique votre système, donc c'est un opérateur linéaire. Donc ici, il applique une opération linéaire à l'entrée. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça veut dire que si vous lui donnez en entrée x1 de t, d'accord? Et qu'en sortie, il vous a fourni y1 de t. Et qu'ensuite, vous lui donnez pour x2 de t, qui vous a fourni y2 de t. Eh bien, si vous lui fournissez la somme, eh bien, là, ce que vous aurez en sortie, c'est-à-dire si vous lui fournissez x3 de t, qui serait la somme de ces deux-là, eh bien, il va vous fournir un y3 de t, qui serait également la somme de ces deux-là. Ça paraît évident. On se dit, si je fournis un signal et qu'ils m'ont fourni, donc pour une certaine entrée, j'ai une sortie, pour une deuxième, j'ai une sortie, il est logique que la somme me donne la somme. Ce n'est pas aussi évident que ça. Pas du tout. D'accord? Bien sûr que si je dis si c'est la somme, ça veut dire aussi si vous prenez ici, vous multipliez par alpha, forcément, la sortie aussi sera multipliée par le même nombre. Alors, je disais que ça paraît évident, mais ça ne l'est pas forcément. Je vais vous donner un exemple de suite, donc d'un système linéaire et d'un système qui ne le serait pas. Alors, j'efface. Alors, s'il veut bien. Je vais prendre donc cet exemple. J'ai pris un amplificateur linéaire, donc un amplificateur opérationnel linéaire, comme son nom l'indique, et je vais travailler bien sûr dans la partie linéaire. Donc ici, si vous travaillez avec, donc je disais, si je prends donc un amplificateur opérationnel, donc si je travaille dans la partie qui serait linéaire, je vais juste mettre la notation, donc voilà la partie linéaire de l'amplificateur. Donc, il est normal qu'il amplifie avec un certain facteur. On va supposer qu'il amplifie de 10. Donc, si vous lui donnez, par exemple, une tension de 2, ce sera 20. Si vous lui donnez 3, ce sera donc 30. Et si lui donnez la somme des deux 5, ce sera 50. Et 50, c'est bien la somme de 20 et 30. Par contre, si vous travaillez, par exemple, en régime saturé, vous allez voir que vous n'êtes plus dans la partie linéaire. Saturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la tension que vous lui donnez, il va vous donner la valeur saturée. On va supposer que ici, que Vsat ici vaut, on va dire 30. Donc, en fait, quelle que soit la valeur de l'entrée, il va vous donner 30. Ça veut dire que si vous lui donnez ici, dans cette partie, on va supposer qu'ici, ça au-delà de 10. D'accord? Donc, on va supposer que vous lui donnez on va dire 15, ensuite vous lui donnez 20. Si vous lui donnez 15, il vous donne, donc pour 15, vous avez 30. Vous êtes dans la partie saturée. Pour 20 aussi, vous avez 30. Et vous faites la somme des deux. 35, c'est toujours 30. Il ne vous a pas donné 60 parce que vous n'êtes pas en train de travailler dans la zone linéaire. C'est pour ça que, donc, je disais, ce n'est pas systématique. Ça vous paraît logique que que tout système soit linéaire? Non. D'accord? Donc, un système linéaire, c'est un système. Lorsque vous lui donnez la sortie qui fournit à deux entrées différentes, si vous sommez ces deux entrées, eh bien, la sortie, ce sera la somme des deux sorties aux entrées séparées. Alors, ça, c'est pour la linéarité. On va effacer. Je crois que j'ai prévu un exemple à la suite. Alors, ceci, c'est un exemple. Regardez, donc on a pris en fait un signal. On a pris un premier signal. Là, j'ai pris en fait un signal bruité, puis j'ai essayé le système. C'est un filtre passe-bas. D'accord? Ce filtre passe-bas est un filtre linéaire. Donc, en fait, j'ai pris le signal, je l'ai débruité pour essayer de retrouver. En fait, c'était un sinus, c'était juste un sinus, une sinusoïde bruitée. Donc, je l'ai bruité. Ensuite, par la suite, donc, j'ai appliqué un filtrage passe-bas. J'ai pris une deuxième sinusoïde aussi bruitée, auquel j'ai appliqué aussi un filtrage passe-bas. J'ai fait la somme des deux signaux, c'est-à-dire j'ai pris
Donc, j'ai pris le signal qui est en bleu. Ensuite, le deuxième signal qui est en bleu, les deux. Ils ont été sommés. Et je leur ai aussi appliqué un filtrage passe-bas. Et j'ai obtenu ce signal. Ensuite, je les ai superposés. C'est-à-dire, j'ai pris le signal qui est en rouge plus celui qui est en rouge. Je les ai superposés et j'ai vérifié que c'était exactement la même chose parce que mon filtre passe-bas que j'ai employé est un filtre linéaire. Donc, ici, c'est juste pour illustrer que donc, la somme des deux signaux donc, filtrés revient, la somme des deux signaux filtrés vous donne la même sortie que la somme, la filtration des deux signaux bruités. Maintenant, ici, j'ai pris un exemple pour vous voyez, mais sauf que cet exemple-là, je l'ai pris en numérique. Je voulais voir si voilà, c'est des systèmes qui sont donc, pourquoi c'est un système? Vous avez votre sortie et qui est en fonction des entrées. Donc, vous avez la sortie, vous avez les entrées. Donc, c'est un système. Sauf que ce système-là est discret, d'accord? J'ai pris Y1. Je n'ai pas défini. Si j'avais défini un système continu, j'aurais utilisé les dérivés. J'aurais écrit dy de t sur, comme ça. Si c'est des dérivés secondes, voilà. J'aurais écrit une équation de ce type-là, avec ici dx de t sur dt égale, et j'aurais fait une équation comme ça. Lorsque l'on utilise des systèmes d'écrit, vous avez ce qu'on appelle des équations aux différences finies. Donc, c'est une équation parce que vous avez une égalité avec des différences finies. Vous n'allez pas écrire une infinité de nombres ici. Bien, alors, je reprends. Donc, cet exemple-là, je veux savoir si ces systèmes, lequel de ces systèmes est linéaire ou pas. Alors, on va les étudier de suite. On va en prendre un ou deux. On va voir un cas linéaire et un cas non linéaire pour que vous voyez comment que ça fonctionne. Je vais juste rajouter la notation encore une fois. Regardez, je vais prendre le premier. On va étudier celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pour qu'il soit linéaire, il faudrait que je lui donne une première entrée, voilà, xn. Alors, je vais voir ce qu'il fournit en sortie. Donc, il va me fournir yn qui vaut quoi? Qui vaut x1n plus b de x1 n-1. Donc, vous prenez xn et vous remplacez xn par x1 moins 1 et vous calculez la sortie. Sauf que cette sortie, je l'appelle y1. Je vais faire pareil. Je vais prendre cette fois-ci x2 de n. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est mes entrées. Quand je dis que c'est mes entrées, ça veut dire que ça remplace xn. Donc, je vois que la sortie, il va me donner, j'appelle y2. Donc, il va me donner quoi? Je vais remplacer xn par x2. Donc, je vais avoir x2 de n plus b x2 de n moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? S'il est linéaire, je vais lui donner la somme des deux entrées et la sortie devrait être la somme des sorties. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer cette fois xn par la somme. Donc, tout ça, ce sera mon entrée. S'il est linéaire, ça devrait être la somme des sorties. Donc, je vais remplacer. À chaque fois que c'est x écrit xn, je vais le remplacer. Ça me fait donc xn, x1n plus x2n plus, donc ça, j'ai remplacé avec xn, plus b xn moins 1. Donc, ça me fera b x1 n moins 1 plus x2 n moins 1. Puisque pour moi, x1, c'est la somme de ça. Donc, là où c'était écrit n-1, je vais juste remplacer ici par n-1, n-1. Je vois que ça me donne bien. Donc, ça fait xn plus b x1 n-1 plus, j'ai ramené donc ça de ce côté, plus x2 de n plus b de x2 de n-1. Ce qui me fait bien y1 de n plus y2 de n. Donc, je peux dire que pour le premier exemple, c'est linéaire. Alors, je vais effacer et je vais prendre l'exemple qui ne l'est pas. Je ne vais pas les faire tous. Vous pouvez les faire sous forme d'exercice, mais je ne vais pas les faire tous. Je vais prendre celui qui n'est pas linéaire. Donc, maintenant, avant d'effacer. Donc, pourquoi c'est linéaire? Parce qu'en lui donnant la somme des entrées, j'ai bien eu la somme des sorties. Bien.
je vais prendre le deuxième exemple. J'ai yn, donc qui vaut bx à la puissance, pardon. Alors, 3z, b à la puissance xn. Bien, je fais pareil, c'est-à-dire, je vais prendre xn, d'abord, je vais le remplacer par xn de n, et je regarde ce que ça me donne. Ça me fait yn de n qui vaut b de x1 à la puissance n. Ensuite, je vais le remplacer par x2 de n. Ça me fait y2 de n qui vaut b x2 à la puissance n. Ensuite, je vais remplacer xn par la somme des deux. Je trouve un certain y, je vais l'appeler y3 de n. Alors, qu'est-ce que je trouve? Donc, ça me fait b à la puissance tout ça. Donc, ça me fait x1 de n plus x2 de n. Ce qui me fait bx1 de n fois bx2 de n. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que c'était y1 de n fois y2 de n. Qu'est-ce que j'étais censé trouver? Pour qu'il soit linéaire, il aurait fallu que je trouve ici, je vais changer de couleur pour qu'on voit. On a dit linéaire. Si vous lui donnez la somme des entrées, vous devriez trouver la somme des sorties. J'aurais dû trouver ça. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Donc, mon système n'est pas linéaire ici. Alors, en fait, ici, vous remarquerez aussi ici pourquoi ça ne marchera pas. Parce que tout simplement, la valeur, vous allez trouver la valeur absolue de x1 de n quand vous allez faire la somme, plus x2 de n. Et ça, c'est différent de la valeur absolue de x1 de n plus la valeur absolue de x2 de n. C'est pareil si vous aviez utilisé par exemple le log, parce qu'on sait que log de a plus b, ce n'est pas log de a plus log de b. Donc en fait, comment que je sais? Alors, je vais aussi prendre avant. Bon, en fait, comment que je sais? Je vais prendre les autres exemples aussi, quelques-uns du moins. Donc en fait, si votre xn est impliqué dans une opération qui ne serait pas linéaire, ne vous attendez pas à ce que votre système soit linéaire, parce qu'on sait que puissance n'est pas linéaire, on sait que valeur absolue n'est pas linéaire, log exponentielle aussi n'est pas linéaire. Si xn se trouve à l'intérieur d'une exponentielle, vous allez faire la somme x1, x2, c'est comme la puissance, ce sera le produit. Donc, ça ne vous donnera pas la somme. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si votre signal xn est impliqué dans une opération qui n'est pas linéaire, votre système ne sera pas linéaire. Donc, vous pourrez généraliser. Je vais juste effacer ça pour qu'on voit à chaque fois xn. Ici, est-ce que xn est impliqué dans un opérateur non linéaire? Non, il est tout seul. Donc, je sais qu'il est linéaire. Ici, est-ce qu'il est impliqué dans une opération qui ne serait pas linéaire? Non, donc c'est linéaire. Ici, il est impliqué dans une opération qui n'est pas linéaire, donc c'est non linéaire. Ici, est-ce qu'il est impliqué dans une opération, le x, juste le x? Non, donc c'est linéaire. Ici, est-ce que xn est impliqué dans une opération non linéaire? Non, donc il est linéaire, bien que vous ayez ici exponentielle n. Nous, on parle de xn, parce que c'est lui qui va faire, ce sera encore une somme, ou s'il est impliqué dans un opérateur, tout à l'heure, ça m'avait fait produit. Ne regardez pas parce que c'est écrit exponentielle n, vous allez dire, ah non, il n'est pas, oui, il y a un opérateur non linéaire ici, oui, c'est vrai. L'opérateur est non linéaire, mais il n'implique pas x. Du fait qu'il n'implique pas x, donc je disais que ici, l'opérateur, c'est l'opérateur qui est non linéaire. Donc ici, x ne va pas être impacté. Donc il faut que x, pour que ce soit non linéaire, xn doit être impliqué dans une opération non linéaire. Donc pareil ici, pardon, je remets l'enregistrement, pardon, je remets la notation. Pareil pour ce signal, xn est impliqué dans valeur absolue et valeur absolue est un opérateur non linéaire. Ici, la même chose. Vous avez xn fois sinus. xn, est-ce qu'il est impliqué dans une opération non linéaire? Non. Donc ici, votre système sera linéaire. C'est comme ça qu'il faudra traiter donc les différents cas ou exercices si vous en avez. Bien.
Vous pouvez le dérouler comme je l'ai fait tout à l'heure, mais vous pouvez le savoir à l'avance. Bien, on enlève ces annotations. On va maintenant parler de l'invariance, parce qu'on parle de système linéaire et invariant. Donc, alors, on va replacer la notation encore une fois. Ici, alors c'est quoi invariant? D'abord, il faut savoir que le mot invariant tout seul, c'est invariant dans le temps. On dit d'un système qu'il est invariant dans le temps si ses caractéristiques ne varient pas dans le temps. On parle bien du système. Si les caractéristiques du système ne changent pas avec le temps, alors il est invariant. Ça ne veut pas dire que le système ne dépend pas du temps. Le système, ça peut être, donc c'est un signal qui dépend, qui évolue en fonction du temps. Quand on veut dire qu'il est invariant, ça veut dire que si je reviens demain, après-demain, dans un mois, dans 2, dans 3, dans quelques années, mon système est le même. Voilà ce que veut dire invariant dans le temps. Ça veut dire qu'il possède les mêmes caractéristiques. Regardez, prenez, en fait, tout, on parle même aussi, on utilise le mot stationnarité. En fait, tout peut être considéré comme stationnaire sur un laps de temps donné. Il suffit juste de trouver ce laps de temps. Prenez on va dire, prenez votre état physique, voilà, votre état de santé. Prenez votre état physique. Vous avez 20 ans, 22 ans, 23 ans. Vous avez le même, à moins d'un impondérable, si je ne sais pas, si vous faites le 100 mètres on va dire, en 20 secondes, ben vous allez continuer à faire le 100 mètres en 20 secondes. Mais ce ne sera pas le cas dans 20 ans. Parce que votre condition physique fera qu'avec le temps, on vieillit, donc nos capacités physiques diminuent, qui fait que, donc, on va dire que ce n'est pas stationnaire. Mais sur un laps de temps donné, par exemple, si je prends la température, si je calcule la température maintenant et dans 1 minute, je vais trouver la même température. Par contre, si je la calcule dans 3 heures, 4 heures, il va faire forcément un peu plus chaud. Donc, la température, parce que je suis en train de faire mon cours le matin, donc la température va évoluer. Donc, si vous prenez le laps sur un laps de temps, il existe toujours un laps de temps donné sur lequel votre phénomène va être ce qu'on appelle stationnaire. On va encore parler de stationnarité quand on va parler des processus aléatoires. Stationnaire veut dire, prenez le cas aussi d'un malade. Quand on dit que son état est stationnaire, ça ne veut pas dire qu'il est guéri, ça ne veut pas dire qu'il est plus malade. Ça veut juste dire que son état est le même. Il ne va pas mieux, il ne va pas moins bien. C'est juste qu'il est dans la même situation. Donc, quand on dit stationnaire, donc, ça veut dire que je reprends, un laps de temps donné, les propriétés sont les mêmes. Si vous prenez un ampli opérationnel, par exemple, vous l'utilisez aujourd'hui, vous allez l'utiliser encore dans un mois. En fait, si au départ, il devait amplifier d'une certaine valeur, d'accord? S'il devait amplifier d'une certaine valeur qui est autour de 10, ben, ce sera 10. Mais si vous revenez avec la dérive des composants, avec la détérioration du matériel, si vous revenez dans 20 ans ou dans 30 ans, il se pourrait que ce 10 devienne 10,2 ou bien qu'il devienne 9,8 ou encore plus. Ça dépend de la qualité des composants qui a été utilisé pour concevoir cet ampli. Donc, quand on parle d'invariance, on veut dire que les caractéristiques ne changent pas sur une certaine durée. Donc ici, si votre amplificateur il garde la même droite là, donc vous allez dire qu'il est invariant dans le temps parce qu'il a gardé les mêmes caractéristiques. Mais si vos valeurs changent, c'est-à-dire qu'il amplifie différemment, par exemple ça, je ne pourrais pas dire que mon ampli est invariant. Voilà pour ce qui est de l'invariance. Alors, on va voir les mêmes exemples que tout à l'heure. Donc, rappelez-vous, invariance ne veut pas dire que le système ne dépend pas du temps. Il veut juste dire que c'est le même. Donc, si vous appliquez une certaine… Donc, pardon, si mon système est le même, si vous retardez l'entrée, c'est comme si vous aviez retardé la sortie. Retarder l'entrée, donc ça veut dire que c'est exactement, puisqu'il garde les mêmes propriétés, ça revient à avoir retardé la sortie. Alors, on va le voir sous forme d'exemple. Comme tout à l'heure, je vais reprendre les mêmes exemples. S'il veut bien me donner la main.
va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Alors ici, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le système ne change pas, il reste pareil. Si vous retardez l'entrée, vous récupérez la même sortie, sauf qu'elle est retardée, de la même quantité. Donc ici, puisque c'est le même système. Donc, je vais remettre la notation. Ici, on va prendre toujours le système de tout à l'heure et on va retarder l'entrée. Donc, je vais prendre, donc cette fois-ci, c'est l'entrée que je retarde, c'est-à-dire je vais prendre xn et je vais le retarder d'une certaine quantité que je vais appeler n. Je vais calculer la sortie et je vais voir si c'est équivalent à avoir retardé la sortie. Donc, j'ai pris l'entrée, voilà l'entrée, je l'ai retardée et je vais voir ce que ça me donne. Donc, y, je vais calculer un certain y, je ne vais pas l'écrire d'ailleurs, CTRL-Z, et je vais voir si c'est la même chose. Donc, je prends l'entrée, je la retarde. Donc, si xn devient xn-1, ça veut dire que je vais obtenir en sortie xn-m plus b xn-1 moins m. Là où c'était écrit n, je l'ai remplacé par n-m. Donc là, ça devient n-m et là, n-m. Et je me pose la question, est-ce que en ayant retardé l'entrée, ça revient à retarder la sortie? Je vais prendre maintenant la sortie et je vais la retarder. C'est-à-dire, là, je vais écrire n-m. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre là où c'est écrit n, là où c'est écrit n, je vais le remplacer par n-m. Alors, donc ça va me donner xn moins m plus b de xn moins 1 moins m. Donc, je vois bien ici que ça, c'est équivalent à ça. Donc, je peux dire de ce système que c'est un système qui est donc invariant dans le temps. On va prendre un autre exemple. On va voir un autre exemple. On va faire comme tout à l'heure, on va prendre un exemple où ce n'est pas invariant. Donc, je vais prendre cet exemple, celui-ci. Alors, pareil, donc on en reprend. Je prends l'entrée et je la retarde. Et je vois ce que ça me donne. Donc, ici, j'ai pris l'entrée, je l'ai retardée. Donc, l'expression va devenir n fois xn moins m. Regardez bien, je n'ai pas touché au n. Pourquoi? J'ai pris xn et j'ai retardé l'entrée. Je ne touche pas au système. Donc, ici, c'est déjà là où je trouve xn, je retarde. Donc, ça me fait n, xn moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends yn et je calcule la sortie retardée. Comment calculer la sortie retardée? C'est-à-dire, là où il y a n, je le remplace par n moins 1. Que vaut yn? Il vaut nxn. Donc, là où c'est écrit n, je dois écrire n moins 1. Donc, puisque yn, je reprends avant d'écrire ça. Puisque yn, qu'est-ce que c'est? Yn, c'est n fois xn. Je dois calculer yn moins m. Donc, là où je trouve n, je le remplace par n moins m. Donc, ça me fait n moins m, xn moins m. Et ça, c'est différent. Donc, je peux dire que ce système n'est pas invariant, il est variant. De toute façon, vous pouvez le voir, regardez, c'est multiplié par n. N change. Quand vous allez calculer y1, y2, y3, il est en fonction de n. Donc, à chaque fois, votre système change en fonction du temps. Il n'est plus invariant. Pareil ici, on va faire aussi cet exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, on prend d'abord l'entrée, on la retarde. Donc, on prend l'expression de la sortie, on retarde et on la remplace par une entrée retardée. Donc, ça me fait xn, on retarde l'entrée. Donc là, je n'y touche pas, c'est resté tel quel. Et je fais la même chose, je prends yn. Que vaut yn? C'est xn exponentielle n. Je dois calculer y de n moins m. Donc là où c'est écrit n, je remplace par n moins m. Ça me fait yn moins m exponentielle, donc n moins m, qui est différent de ça. Donc, maintenant, si je devais raisonner en général, je peux trouver on va dire le truc, c'est quoi? C'est que c'est xn est multiplié par quelque chose, les facteurs, c'est-à-dire si xn est multiplié par une expression qui implique n, forcément votre système ne sera pas invariant.
C'est-à-dire, je vais effacer ici. Je vais les prendre un à un. Ici, on vous dit que B est une constante, donc ne dépend pas de n. Pour ce système-là, on l'a vérifié, il est invariant. Ce système-là, lorsqu'on multiplie xn, on multiplie B. B est une constante. Ça aussi, c'est invariant. Celui-ci, B est une constante, donc c'est invariant. Par contre, celui-là, on multiplie par un coefficient qui n'est pas constant, donc il est variant. Ici, on multiplie par une expression qui implique n, donc ça veut dire que ça varie. Ici, on multiplie par quelque chose qui implique aussi n, donc ça varie. Donc, en résumé, si vous devez aussi utiliser une astuce, vous dites que si dans mon expression, je trouve du n qui est en dehors des parenthèses de x et de y, alors votre système est variant. Si vous trouvez du n qui n'est pas à l'intérieur des parenthèses de xn ou yn, automatiquement, vous vous dites que c'est variant. Celui-là, par exemple, c'est invariant. Pourquoi? Parce que mon n, il se trouve juste entre les parenthèses xn et yn. Voilà. Bon, c'est une astuce toute bête comme ça, mais ça vous permet de savoir à l'avance, avant que vous commenciez à démontrer que votre système est variant ou invariant. Donc, maintenant, si je devais résumer, je vais chercher les systèmes qui seraient linéaires et invariants. Si le système est linéaire et invariant, moi, je voulais le faire en exemple. Peut-être que je vais revenir d'abord et je vais faire ici. Donc, si je devais trouver un système linéaire et invariant, regardez, on va faire les deux cette fois-ci. Je cherche linéaire et invariant. On a dit que linéaire, xn et yn ne devaient pas être impliqués dans une opération non linéaire. Et invariant, il ne fallait pas que les coefficients, c'est ce qu'on appelle les coefficients, on appelle ça des coefficients de pondération, les coefficients par lesquels sont multipliés xn ou yn devaient être différents de n, c'est-à-dire ils doivent être constants. Ils ne doivent pas dépendre de n. n, ici, c'est ce qui vous indique le temps. Quand on est avec un système discret, quand c'est continu, on a écrit x de t. Quand c'est discret, on écrit x1. Ça sous-entend x de nte. C'est-à-dire, c'est ça qui va faire votre temps. Donc, ici, xn et yn, les coefficients par lesquels sont multipliés xn ou yn ne doivent être constants. Donc, en fait, quels sont les cas qui répondent à ça? Donc, ici, donc la linéarité, ici, il n'y a pas d'opération non linéaire et les coefficients sont constants. Donc, celui-là est linéaire et invariant dans le temps. Ici, linéaire et invariant dans le temps. Ici, il y a une opération non linéaire, donc il est non linéaire. Par contre, il est invariant. Ici, je multiplie par n, donc il est variant. Ici, je multiplie par n, donc il est variant. Ici, il est non linéaire. Ici, je multiplie par n, il est variant. Donc, en fait, les deux seuls systèmes linéaires et invariants dans le temps sont ceux-là. Du coup, vous pouvez même déduire quelque chose. Forcément, un système qui serait linéaire et invariant, il serait de la sorte. Il s'écrirait quelque chose comme ça, somme des AI, yn moins i, égale somme des bi, xn moins i. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation. Où est-ce que je vois la linéarité? Alors, on reprend la linéarité. On a dit que xn et yn ne sont pas impliqués dans une opération non linéaire. C'est bon? Ici, il n'y a pas d'opération non linéaire. Il n'y a ni exponentielle, il n'y a pas d'exponentielle, il n'y a pas de log, il n'y a pas de valeur absolue. Donc ici, tout ça, c'est linéaire. Où est-ce que je vois l'invariance? C'est ici. Les AI et les BI sont des coefficients constants, c'est-à-dire ils ne dépendent pas de 1. C'est écrit BI pour dire B0, B1, B2. Ce n'est pas BN ou AN ici. Donc, les coefficients ici sont constants. Donc, vous saurez que si ça s'écrit comme ça, c'est forcément un système linéaire et invariant dans le temps. Maintenant, pourquoi on a fait tout ça? Alors, si et seulement si votre système est linéaire et invariant dans le temps,
eh bien, vous allez pouvoir écrire la sortie en fonction de l'entrée. Ils sont donc liés par ce qu'on appelle le produit de convolution. Pour pouvoir utiliser le produit de convolution, il faut que votre système soit linéaire et invariant dans le temps. Et uniquement à cette condition-là, vous pourrez écrire ceci, que x de t, y de t, c'est l'entrée que je convolue avec le système. Ce produit de convolution peut s'écrire comme ça ou comme ça. Donc là, j'ai omis d'écrire de moins l'infini à plus l'infini, donc je le rajoute de suite. Et c'est quoi? C'est l'intégrale de x de taux, h de t moins taux des taux. On peut aussi écrire, c'est un produit qui est, le produit de convolution est commutatif. Donc, vous pouvez commencer par x ou vous pouvez commencer par h. C'est pour ça que vous avez ces deux formes-là. Soit c'est x de taux, h de t moins taux, ou bien c'est h de taux, x de t moins taux. Bien sûr, ça, c'est en continu. Si c'est en discret, qu'est-ce qui va se passer? On a dit qu'en discret, l'intégrale devenait une sommation. Donc, quand vous allez l'écrire, vous allez écrire ici, puisque c'était écrit t moins taux des taux. Donc, ici, vous intégrez par rapport à taux. Donc, ici, vous allez sommer par rapport, ici, taux, c'est m. Donc, vous allez sommer, puisque vous intégrez par rapport à taux, donc vous sommez par rapport à m. Le taux est devenu m, le t est resté n, et le taux est devenu m. Puisqu'ici, regardez, c'est y de t. Le t, il n'apparaît qu'une fois ici. Donc, vous avez le 1 qui n'apparaît une fois ici. Et parce qu'il est commutatif, vous pourrez réécrire la même chose. Maintenant, on va voir comment se calcule un produit de convolution. Ça, c'est sa définition. On va calculer, on va voir comment ça se calcule. Alors, avant de voir bien sûr comment que ça se calcule, parce que j'ai omis de le dire ici, rappelez-vous que lorsque toutes les opérations mathématiques ont un élément neutre, donc ici, quand vous faites l'addition, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. L'élément neutre de la multiplication, c'est 1. Alors, l'élément neutre du produit de convolution, c'est le Dirac. Et il faut savoir que le Dirac n'a pas d'existence physique. Le Dirac, il existe au sens des distributions mathématiques. Parce que c'est quoi un Dirac? C'est quelque chose, donc c'est une impulsion très brève, et donc très brève. Et donc, normalement, c'est un signal qui existerait juste au point 0 et qui aurait une amplitude infinie. En fait, on le définit comment? On dit que c'est quelque chose donc, qui aurait une durée de 1 sur t, pardon, une durée de t, et une amplitude de 1 sur t. En fait, vous ne trouverez jamais delta t égale. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est défini par son intégrale. On dit que l'intégrale de delta t dt, elle vaut 1. L'intégrale de delta dt de moins plus l'infini à plus l'infini, elle vaut 1. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est approximé comme si c'était, je vais, pour que ce soit un peu plus clair, en fait, c'est quelque chose, c'est comme si c'était quelque chose qui fait ça. Donc, dans la durée serait t et dont l'amplitude serait 1 sur t. Et si vous calculez cette surface, c'est la surface d'un rectangle et ce serait donc la hauteur fois la largeur. Et donc, t fois 1 sur t, si vous prenez t fois 1 sur t, ça vous donnerait 1. Donc, en fait, le Dirac est défini au sens des distributions. On n'écrit pas delta t égale, on écrit juste l'intégrale de delta dtt vaut 1, quel que soit où se trouve le Dirac. C'est-à-dire que aussi l'intégrale de delta Dirac en t0, par exemple, dt, ça aussi, ça vaut 1. D'accord? Donc, je peux avoir un Dirac qui serait centré en t0. Pareil, s'il est en t0, de là à là, vous avez t, et de là, et comme amplitude, t en majuscule, et en amplitude, vous aurez 1 sur t. Donc, son intégrale vaut 1. Donc, ce Dirac-là, en utilisant ce que je viens d'écrire, il a un certain nombre de propriétés dont il faudra toujours vous rappeler parce que vous en aurez besoin lors des différentes démonstrations, que ce soit quand vous allez calculer votre TF, quand vous allez faire de l'échantillonnage. Il a des propriétés qu'il faut connaître. Donc là, j'ai juste repris celle que je viens d'écrire maintenant. Donc le Dirac, alors, la notation. Donc ici, c'est l'expression, donc on n'écrit pas delta t égale, ça c'est une expression mathématique. De là, on peut déduire un certain nombre de choses. Quand vous prenez donc, vous avez un signal,
et puis vous multipliez par un Dirac. Qu'est-ce qui va se passer? Je garde celui tout à l'heure, comme ça, 1 sur TT. Donc, qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas que nous, quand on va dessiner le Dirac, on va garder qu'un point. Donc, c'est quelque chose dont le t ici va tendre vers 0, donc 1 sur t tend vers l'infini. N'empêche que l'intégrale vaut 1. Donc, quand vous allez écrire le Dirac et vous allez le faire comme ça, un Dirac ici, ça c'est la largeur t, hein, que j'avais mis ici, et supposons qu'il est en t0. Donc, si vous multipliez, vous calculez l'intégrale du signal x de t que vous multipliez par le Dirac, qu'est-ce qui va vous rester? Le Dirac, sa surface, c'est 1. Et comme il est centré en T0, il va juste vous rester le point en T0. C'est-à-dire tout ça, ça va disparaître puisque le signal, quand vous multipliez deux signaux, vous gardez que la surface commune. Or, il n'y a pas de surface commune. Le Dirac, il existe en un point. En un point fois, donc il va exister, je vais le refaire ici. Donc, c'est comme si vous aviez un Dirac ici en T0 et vous multipliez par le signal. Donc, tout ça va disparaître. Il ne vous restera que donc, le Dirac fois le signal. Que vaut le signal ici? C'est quelle valeur? C'est la valeur du signal. Tout ça, c'est x de t. Il ne vous reste que ce point qui est x de t0. C'est la valeur du signal au point t0. Mais comme l'air vaut 1, donc l'intégrale de x de t delta de t moins t0, ce sera x de t0. Pourquoi? Parce que ce sera toute cette surface que vous multipliez par le point. Or, cette surface vaut 1. Donc, c'est x de t0. De la même façon, on peut démontrer que lorsque vous prenez n'importe quel signal, vous multipliez par un Dirac. Je reprends, là, je ne vais pas calculer l'intégrale. Donc, je prends un signal. Tout à l'heure, je calculais l'intégrale ici. Je prends un signal que je multiplie par un Dirac. Qu'est-ce qui va me rester? Tout va disparaître. Donc là, c'est delta de t moins t0 que vous multipliez par x de t. Qu'est-ce qui va vous rester? Tout disparaît. Il vous reste le Dirac fois le point. C'est ce qu'on a ici. Par contre, lorsque vous calculez un produit de convolution en utilisant toujours cette même forme, vous allez trouver x de t moins t0. C'est-à-dire, décaler un signal revient à le convoluer avec un Dirac décalé. Ça aussi, ça se démontre, mais je ne vais pas le faire là de suite. Donc, je reprends ici. Donc là, j'ai réécrit juste la formule que j'avais, juste pour que vous sachiez. Donc, en fait, si vous avez un système qui est linéaire et invariant, donc dans le cas discret, on l'avait écrit tout à l'heure, il s'écrira comme ça. Si c'est dans le cas continu, rappelez-vous, là, c'est une somme de différence. Donc, si c'est une somme de différence, ici en continu, ce sera une somme de dérivées. Donc, vous trouverez, il s'écrira forcément en continu, il s'écrira forcément comme ça. Et ça, c'est donc en discret. Donc, ce sera des dérivées première, seconde, y de t. Vous trouverez une équation de la sorte, une équation aux dérivées partielles. Maintenant, c'est maintenant qu'on va voir un exemple. Alors, on va voir comment calculer un produit de convolution.